Vente d'un bien successoral démembré. Cas pratique. Volet 1. La répartition du prix de vente du bien démembré. Le praticien est souvent confronté, après le règlement d'une succession, à la vente d'un bien héréditaire, souvent immobilier démembré, mais il peut aussi s'agir d'autres classes d'actifs. Classique, cette situation continue d'engendrer nombre de difficultés civiles et fiscales que l'instauration par la loi de finances pour 2024 de l'article 774 bis du CGI, accompagné de commentaires administratifs contestables, a accentué. Les données. Vos clients, les consorts Durand, sont propriétaires d'un bien immobilier démembré suite au décès de M. Paul Durand. L'usufruit appartient à Madame Veuve Durand, la nue propriété indivisément à ses 3 enfants. Les consorts Durand se sont accordés pour vendre l'immeuble démembré en pleine propriété à un tiers. Quels sont les droits respectifs des intéressés? Quelle est la règle supplétive prévue par le Code civil? Ici, les choses sont très claires puisque le Code civil prévoit expressément cette situation. Donc, c'est l'article 621 alinéa 1er du Code civil qui s'affiche ici à l'écran, qui est un texte qui a été formellement inséré dans le Code civil par la loi du 23 juin 2006, mais c'est une codification en droit constant. C'est-à-dire que ce texte n'a fait que graver dans le marbre de la loi la solution qui antérieurement avait été dégagée par la jurisprudence. Dans cette situation, le prix de vente se répartit entre l'usufruitier et le nu propriétaire en fonction de la valeur respective de chacun de ces droits démembrés. Donc ça veut dire concrètement que chacun a vocation, à défaut d'indication contraire, à percevoir une partie du prix de vente. D'une manière plus large, le choix effectué par l'usufruitier et le nu propriétaire quant au sort du prix de vente est-il susceptible d'engendrer des impacts fiscaux en termes de traitement de la plus-value engendrée par la vente du bien démembré? Qu'en serait-il s'il s'agissait par exemple d'actions d'une société soumise à l'IS? Vous avez raison, ici on vient d'envisager la règle civile, on va voir qu'on peut déroger à cette règle civile et que le sort qui est réservé au plan fiscal au prix de cession peut varier de manière considérable et influer sur le régime d'imposition de la plus-value. Et attention, parce qu'ici les règles ne sont pas uniformes, elles diffèrent suivant le régime applicable à la plus-value. Pour répondre à votre question, celle d'une société IS, eh bien, on sait qu'en la matière, on est forcément dans le régime des cessions de valeurs mobilières et des titres sociaux des particuliers. Et dans ce régime, le sort qui sera réservé au prix de cession va influer sur l'identité même du redevable de l'impôt de plus-value. On va détailler ensemble que 3 solutions sont envisageables. Si on retient la solution supplétive de l'article 621 du Code civil, si on répartit le prix de vente, eh bien chacun de l'usufruitier et du nu propriétaire sera redevable de l'impôt de plus-value sur le droit réel qu'il aura cédé. Si en revanche, on constitue un quasi-usufruit sur le prix de cession, si on remet donc l'intégralité du prix de cession en reportant le démembrement sur le prix de vente, c'est l'usufruitier qui appréhende l'intégralité du prix qui sera l'unique redevable de l'impôt de plus-value. Si au contraire, ce qui est une 3e possibilité envisageable, même si elle n'est pas expressément prévue par l'article 621 du Code civil, le prix est affecté à l'acquisition d'un nouveau bien qui est lui-même démembré, on sera dans cette situation, dans ce régime de plus-value, avec un impôt de plus-value qui pèsera exclusivement sur le nu propriétaire. Suivant quelle modalité le prix de vente doit-il être réparti entre usufruitier et nu propriétaire? Le barème fiscal a-t-il vocation à s'appliquer ici? Non, là encore, on retrouve une divergence du droit civil et du droit fiscal. Il est parfaitement clair que l'unique fonction du barème fiscal, énoncé par l'article 669 du Code général des impôts, c'est en matière de droit d'enregistrement
de fixer de manière forfaitaire l'assiette de l'impôt en présence de la transmission d'un droit démembré. En revanche, en dehors de ce contexte, et notamment lorsqu'il s'agit, ce qui est bien notre sujet ici, de répartir le prix de vente d'un actif démembré entre l'usufruitier et le nu propriétaire, ce barème n'a pas vocation à s'appliquer. Quelle est la position de la jurisprudence civile? Elle confirme très clairement le principe qu'on vient de rappeler. Vous voyez ici à l'écran l'arrêt de la première chambre civile du 25 février 1997 qui confirme ce point en confirmant que le barème fiscal n'a pas vocation à s'appliquer en matière civile. Quelle est la méthode communément admise pour procéder à cette répartition? Pour fixer la véritable valeur des droits démembrés, on doit retenir une évaluation économique de ces droits. La méthode qui est la plus couramment utilisée, c'est la méthode de capitalisation des flux de revenus, qui consiste, et vous avez ici la formule qui s'affiche à l'écran, qui peut être retenue à cet effet, consiste tout simplement, pendant toute la durée de l'usufruit, à capitaliser les flux de revenus qui sont générés par le bien et qui ont vocation à être perçus par l'usufruitier. Quelles sont les variables dont a besoin le praticien à cette fin? C'est finalement très simple. Pour utiliser cette méthode de valorisation économique de l'usufruit, le praticien a besoin de 3 critères. Le premier, c'est la valeur en pleine propriété du bien, ce qui ne suscite aucune difficulté. Le deuxième critère, c'est la durée de l'usufruit. S'il s'agit, ce qui est l'hypothèse la plus fréquente et celle qui nous intéresse ici dans notre cas pratique, d'un usufruit viager, eh bien on va se référer très simplement à l'espérance de vie de l'usufruitier, en se référant aux tables de mortalité de l'INSEE, sauf évidemment situation particulière qui serait justifiée par l'état de santé de l'usufruitier. C'est seulement la troisième variable qui peut être plus subjective, c'est le taux de rendement du bien qui s'entend du taux de rentabilité net de frais générés par le bien et avant fiscalisation de ses revenus. Le notaire dispose-t-il d'un outil numérique qui peut l'aider dans cette démarche? Oui, sur votre intranet, eh bien, vous avez un logiciel dénommé Hector qui vous permet de rentrer ces variables et de déterminer ainsi la valeur économique des droits démembrés. Ce logiciel fait application de la méthode de capitalisation des flux de revenus que je viens de vous exposer. Le praticien risque-t-il de voir sa responsabilité engagée? Quelle est la position de la jurisprudence sur ce point? Oui, malheureusement, ça fait un certain nombre d'années que la doctrine attire l'attention des praticiens sur le risque qui réside à utiliser d'office le barème fiscal pour procéder à un calcul civil, ou à une répartition des droits démembrés à l'occasion d'un prix de vente. Malheureusement, la jurisprudence, vous en avez ici une illustration à vos écrans. Confirme que, ce faisant, le praticien qui utilise d'office le barème fiscal en matière civile commet un défaut de conseil susceptible d'engager sa responsabilité. Est-il néanmoins possible de recourir au barème fiscal? Suivant quelles modalités selon vous? Je n'ai pas indiqué que le recours au barème fiscal n'est pas possible. Simplement, la jurisprudence en matière de responsabilité professionnelle confirme que cette solution ne peut être que transactionnelle, ce qui nécessite d'avoir au préalable clairement informé les protagonistes
du caractère forfaitaire de cette valorisation. Si les intéressés, pour trancher un différend concernant l'évaluation de ces droits démembrés, décident de se rapporter à ce barème fiscal en toute connaissance de cause et en ayant été informés par le professionnel de ce que ça ne correspond pas véritablement à la réelle valeur, eh bien, il n'y aura pas de défaut de conseil. Il est toujours possible, sous réserve de cette information précise, d'utiliser à titre transactionnel ce barème qui, effectivement, a le grand mérite de la simplicité. Vente de l'immeuble successoral démembré, cas pratique. Volet 2. La remise du prix de vente à l'usufruitier, remploi dans un nouveau bien démembré. Les données. Reprenons nos données de départ. Les consorts Durand sont propriétaires d'un bien immobilier démembré suite au décès de M. Paul Durand. L'usufruit appartient à Madame veuve Durand, la nue propriété indivisément à ses 3 enfants. Les consorts Durand se sont accordés pour vendre l'immeuble démembré en pleine propriété à un tiers. Mais considérons cette fois que les nus propriétaires souhaitent remettre l'intégralité du prix de vente à leur mère et de n'appréhender leur part qu'au décès de cette dernière. Ce choix est-il judicieux? Non. Du moins, si cette question était réglée de cette manière, autrement dit, si au vu par exemple d'un ordre de virement signé par les nus propriétaires, les fonds étaient ainsi remis à l'usufruitier, cette situation serait problématique. Quelles seraient ses conséquences au décès de l'usufruitière? Quelle est la position de la jurisprudence? Eh bien, on voit, mais il y a en réalité plusieurs arrêts de la Cour de cassation qui ont été rendus sur cette question. On le voit ici à l'écran. La position de la Cour de cassation se comprend en regard d'un texte que nous avons évoqué immédiatement précédemment, qui est l'article 621 du Code civil. On a rappelé que le principe est qu'en cas de vente de l'immeuble démembré, le prix de vente a vocation à se répartir entre l'usufruitier et le nu propriétaire. La Cour de cassation tire comme conséquence logiquement qu'en l'absence de volonté spécifiquement exprimée sur ce point, si, avec l'accord des nus propriétaires, le prix est remis intégralement à l'usufruitier, on doit y voir un prêt qui est consenti par le nu propriétaire à l'usufruitier. Autrement dit, le nu propriétaire appréhende la quote-part de prix de vente lui revenant, mais le prête, le met à la disposition de l'usufruitier. Ce qui en soi, en droit civil, n'est pas problématique, mais ce qui est extrêmement dangereux sur le plan fiscal, puisque la Cour de cassation confirme que dans cette situation, dans la situation qui en pratique est la plus courante, où le nu propriétaire est l'héritier présomptif de l'usufruitier, ce prêt rentre dans le champ d'application de la présomption fiscale de fictivité de l'article 773.2. Ce qui veut dire que si aucun prêt notarié ou sous seing privé n'a été établi, eh bien cette présomption est irréfragable et elle fait obstacle à la déductibilité de la dette. D'autres solutions sont-elles possibles? Lesquelles et à quel coût? Oui, il est tout à fait possible de retenir d'autres solutions avec un coût qui est tout à fait minime, pour ne pas dire existant. 2 solutions alternatives sont envisageables. La première consiste à se placer dans la logique qui est celle de l'article 621 et de la Cour de cassation, tout simplement de voir dans la remise des fonds un prêt qui est consenti par le nu propriétaire à l'usufruitier, et pour assurer l'opposabilité de la déductibilité de cette dette à l'administration fiscale, pour anéantir la présomption de fictivité de 773.2, eh bien, établir ce prêt par acte notarié ou sous seing privé enregistré. L'autre solution, qui est expressément prévue par l'article 621 du Code civil, consiste à déroger à la solution supplétive énoncée par ce texte, à prévoir
le report de l'usufruit sur le prix de cession a constitué un quasi-usufruit. Là encore, évidemment, ce quasi-usufruit doit être établi par acte notarié, mais une simple indication qui figure dans l'acte de vente à ce sujet, en deuxième partie de l'acte normalisé, sera tout à fait suffisante. Au final, quelle solution retenir? Pourquoi? Quels sont les enjeux? La solution de la constitution du quasi-usufruit semble préférable. L'enjeu, c'est le montant qui pourra être déduit au décès de l'usufruitier. Si le parti est pris de constater un prêt, ce prêt ne peut être consenti qu'à concurrence de la partie du prix de vente qui a vocation à revenir au nu propriétaire. Donc une partie seulement du prix de cession. Alors que vous avez compris que si on établit une convention de quasi-usufruit, eh bien, le quasi-usufruit portera par hypothèse sur l'intégralité du prix de vente. La dette de restitution prévue par l'article 587 du Code civil portera bien sur le montant total, nominal, de l'intégralité du prix de cession, ce qui, évidemment, apparaît plus avantageux. Selon vous, le nouvel article 774 bis du CGI a-t-il vocation à s'appliquer dans cette situation et à entraver la déductibilité de la dette de restitution? Pourquoi? Non, les choses sont à mes yeux très claires. Cette situation de la constitution d'un quasi-usufruit sur le prix de cession d'un actif immobilier successoral ne rentre pas, de mon point de vue, dans le champ d'application de l'article 774 bis du CGI. Il ne s'agit pas, au sens du premier alinéa du grand 1 de ce texte, d'une somme d'argent dont le défunt s'est réservé l'usufruit. Il ne s'agit pas davantage, au sens du deuxième alinéa de ce même texte, d'un usufruit qui porte sur un prix de cession dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Ici, le défunt ne s'est réservé l'usufruit de rien, puisque c'est la succession qui a créé le démembrement de propriété. Donc ce texte, de mon point de vue, clairement n'a pas vocation à s'appliquer dans cette configuration. Quelle est sur ce point la position de l'administration fiscale? Elle est, pour tout dire, totalement inintelligible. Vous voyez ici sur la diapositive la position de l'administration fiscale qui semble faire entrer de manière générale la dette de restitution dans le champ d'application de ce texte, même dans ce contexte, tout en admettant que la preuve contraire peut être rapportée dans l'hypothèse où chacun a exercé ses droits et où le bien est vendu à un prix de marché. Quelle doit être, selon vous, dans cette situation incertaine et complexe, l'attitude du praticien? Le praticien, évidemment, qui n'est pas juge au fond de ces situations, pourra opportunément souligner l'ambiguïté de cette doctrine administrative au titre de son devoir de conseil, tout en indiquant que, à ses yeux, et dans l'hypothèse d'un contentieux fiscal, cette application dans ce contexte de ce texte dérogatoire et d'interprétation stricte devrait être censurée par le juge. Une troisième et ultime possibilité s'offre-t-elle aux praticiens? Laquelle? Oui, il est également possible, quoique cela ne soit pas prévu par les textes, de faire jouer d'une autre manière finalement la subrogation réelle. C'est-à-dire de reporter le prix de cession, non pas sur le prix de vente, mais sur un nouveau bien qui sera acquis en remploi du prix de cession du bien démembré. Une précaution particulière s'impose-t-elle dans cette dernière situation? Pourquoi et comment faire? Oui, bien sûr. Il sera dans cette situation très utile, dès l'acte de vente, de réserver le jeu de la subrogation réelle. C'est-à-dire de spécifier que le prix de vente ne sera pas réparti entre l'usufruitier et le nu propriétaire, mais sera réinvesti par une sorte finalement de translation juridique sur un bien acquis en emploi du prix de vente. On n'oubliera pas que dans la situation qui est la nôtre, qui est l'hypothèse la plus fréquente, le bien démembré, j'entends par là le bien qui sera acquis
remploi du prix de vente du bien qui était initialement démembré rentrera au décès de l'usufruitier dans le champ d'application de la présomption fiscale de l'article 751 du CGI. Ce qui veut dire qu'il est indispensable de mentionner dans l'acte d'acquisition du bien acquis en remploi une déclaration d'origine des deniers et de rappeler que ce financement a été réalisé au moyen d'un prix de vente d'un bien qui était déjà démembré suite à la première succession. Si d'aventure, ce qui peut arriver pour le praticien, le prix de vente du bien cédé ne suffisait pas à financer intégralement le prix d'achat du nouveau bien, il serait indispensable, dans la déclaration d'origine des deniers, avec les justificatifs bancaires circonstanciés, de rapporter la preuve du financement du complément du prix de vente incombant au nu propriétaire avec des fonds qui lui sont personnels pour la même raison, c'est-à-dire écarter l'application de la présomption de l'article 751. Merci beaucoup François et au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles vidéos.